4 étapes dans une introduction de dissertation. La première étape est l'accroche. Je n'ai lu aucune accroche qui ait été réussie. Quelle est la fonction de l'accroche? La fonction de l'accroche, c'est de mettre en scène non pas le sujet et le thème du sujet de manière générale, mais directement le problème. Autrement dit, l'accroche est un exemple qui doit permettre d'illustrer le problème que vous allez choisir. Donc, l'accroche qui consiste à dire que de tout temps, l'homme a transformé la nature. Alors déjà, quand vous commencez une phrase par de tout temps, vous pouvez être certain que c'est faux. L'être humain, tel l'Homo sapiens, on va dire, c'est 200 000 ans. On est les derniers venus sur cette terre. Ce qui permettrait aussi de relativiser l'idée d'une fin du monde qui serait très très proche. Le monde ne va pas se terminer parce qu'il ne va plus y avoir de sources de carburant non renouvelables. L'humanité va se terminer telle qu'on la connaît, mais le monde va très bien. Ne vous inquiétez pas, le monde va très bien. Il va continuer après nous. On est à peu près à voilà, la moitié, si vous voulez, de l'existence du soleil. Pardon. Je crois que ça fait 5 milliards d'années que le Soleil existe. Il a encore 5 milliards d'années devant lui. Nous, on ne sera plus là, hein, très clairement. Mais la Terre sera encore là, la nature sera encore là. Donc, ça, c'est le premier point. Ne commencez pas par des généralités totalement banales, du genre de tout temps, l'homme a transformé la nature, ou au jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup de la question climatique. Merci. Non, mais j'avais pas remarqué. Ok. Donc, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien de commencer l'intro comme ça. Ce n'est pas utile. En revanche, ce qui est utile, ça serait par exemple de dire aujourd'hui, je ne sais pas moi, la question du respect de la nature semble avoir pris le pas sur celle de la protection de l'environnement. Bim, vous introduisez 2 distinctions, nature-environnement, protection-respect. Ça peut être utile. Et là, ce que vous allez montrer par la suite, c'est qu'effectivement, dans la notion de respect de la nature, il y a une connotation qui est morale et qui n'est pas simplement rationnelle, qui est un calcul, enfin rationnel au sens de calcul utilitaire. Ça peut être une accroche utile. Alors, j'ai eu des accroches très très maladroites du genre, mais je vous jure que c'est vrai. Bambi offre une vision totalement réaliste de la nature. Oui, Pampan, ce lapin ultra réaliste. Et sinon, j'ai eu le droit à, je crois, dans cette classe, un film Barbie que malheureusement je n'ai pas encore vu. Barbie va protéger, je ne sais pas moi, une forêt contre les menées d'un bulldozer. Alors, je ne le répéterai jamais assez, mais quand vous citez un manga, quand vous citez un animé, quand vous citez Barbie, quand vous citez Hakuna Matata ou Il en faut peu pour être heureux, ça prouve que vous n'avez pas lu grand-chose depuis Harry Potter. Donc c'est pas terrible, c'est pas du meilleur effet. Donc abstenez-vous de citer Barbie, s'il vous plaît. C'est pas, franchement, ça ne va pas jouer en votre faveur. Ça va plutôt jouer en votre défaveur, je vous jure. Hein. C'est dingue, mais c'est comme ça. Voilà. Ma compagne, elle a dit, mais j'ai quand même mis 14 à cette copie. Hein. Non mais comme quoi je suis trop généreux parce que ma compagne a dit, t'as quand même pas mis 14 à ça. Et elle est prof de philo, elle corrige le bac. Donc voilà. Oui. Donc, rappelez-vous simplement ceci, si vous faites une accroche, ça doit introduire une tension, un problème, le problème que vous allez choisir. Oui, Roméo. Roméo, vous avez pris quel exemple déjà? Oui, mais lequel? Pardon? Métropolis, c'était... Vous voyez, ça illustre une situation où il n'y a plus de nature, mais est-ce que ça illustre vraiment le problème du respect de la nature?
Ouais, mais là, Métropolis, si vous voulez, c'est trop loin. C'est trop loin de la question. Vous m'auriez pris, par exemple, Le Nouveau Monde de Terrence Malick. Voilà. La colonisation de l'Amérique du Nord par les Anglais. Là, il y a quelque chose, si vous voulez. La confrontation entre les sociétés amérindiennes, je crois, iroquoises, et les colons anglais, là, il y a quelque chose. Mais en gros, il faut que l'exemple que vous choisissez mette en scène un conflit. Dans Métropolis, on arrive après le conflit, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de nature, il n'y a que de la ville, il n'y a que cette gigantesque cité qui s'appelle Métropolis. Ouais, c'était là. Vous êtes Barbie? C'était quoi votre accroche? Alors, c'est intéressant l'Amazonie, mais je crois que vous avez tout faux. C'est-à-dire que d'où viennent, il y a eu plusieurs grands incendies en Amazonie, et je crois que vous les attribuez au réchauffement climatique. Non. C'est-à-dire que les incendies en Amazonie sont des incendies volontaires qui visent à la déforestation. Donc, autrement dit, ce sont des feux qui ont été allumés par l'homme pour cramer la forêt, pour faire de la place. Euh, Là, ça aurait été à la limite, ça aurait été intéressant. C'est-à-dire que le Brésil est dans une situation où, euh, à la limite, je pourrais vous passer. Je pense que je vais finir par faire ça. Je vais vous passer une conférence de Jean Covici sur la question de l'énergie. Parce que c'est vraiment très intéressant. Et à mon sens, c'est quand même celui qui raconte le moins de bêtises sur cette question-là. Les Brésiliens, un petit peu les Argentins, mais essentiellement les Brésiliens et les Colombiens, sont assis, c'est le cas de le dire, sur le poumon vert de la planète qui s'appelle l'Amazonie. Alors, j'y étais, hein, si vous voulez, j'ai passé les vacances dans la jungle. Euh, Ils en ont strictement rien à foutre. C'est-à-dire que les locaux, leur problème à eux, c'est de pouvoir faire face à un boom démographique et construire des logements. Okay. Donc ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de place, et pour ça, il faut bousiller la forêt. Ok. On paye aujourd'hui, je crois, 3 dollars ou 5 dollars, je ne sais plus. 3 dollars, il me semble, le litre d'essence à la pompe. Pourquoi est-ce qu'on ne payerait pas les Brésiliens et les Colombiens pour ne pas déforester? Ils sont assis sur une ressource naturelle. On paye les Russes, les pays arabes, qui d'autres, le Venezuela, enfin le Venezuela, il y a les sanctions américaines, pour leur pétrole, pour leur gaz. Pourquoi est-ce qu'on ne paierait pas les Colombiens et les Brésiliens pour ne pas cramer la forêt? Ça serait logique. Ça serait logique. Ok. Euh, Simplement, voilà, faites attention, le réchauffement climatique dans les zones tropicales ou équatoriales, ça n'a qu'un seul effet, augmenter l'humidité. Augmenter l'humidité. Donc c'est de plus en plus mouillé en fait. Plus il fait chaud, plus c'est mouillé. Il y a un effet, littéralement, il y a un effet de serre. Il y a un effet de serre. Je suis allé en Guyane française donc pendant les vacances. C'est le seul endroit où j'ai vu la pluie tomber et s'évaporer en même temps. Okay, la pluie, enfin en Bretagne, si vous voulez, soit il y a du brouillard, soit il pleut. Soit il y a une brume en fait de soleil, il fait trop chaud, l'air est trop chaud par rapport à la mer, donc il y a de la brume. Okay, soit il pleut, globalement il pleut. Mais il n'y a jamais de la brume de soleil et de la pluie en même temps. En Amazonie, oui. Donc plus il fait chaud, plus il y a de brume qui monte, plus il y a de nuages, plus il pleut. Cercle vicieux ou vertueux, mais en gros, il n'a pas arrêté de flotter, quoi. Donc voilà, le réchauffement climatique, c'est pas que de la sécheresse, c'est aussi énormément d'humidité, ce qui est très grave d'ailleurs, parce que s'il fait 35 degrés et qu'en plus il y a 100% d'humidité, vous pouvez plus respirer, littéralement. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un hammam, vous ne pouvez pas respirer. Bah, c'est ça en fait, c'est ce vers quoi on s'achemine avec le réchauffement climatique dans les zones tropicales et équatoriales. C'est pas une bonne nouvelle. Simplement, il fera pas sec, quoi. Alors, euh, donc, comme vous le verrez dans le corrigé que je n'ai pas encore tapé, mais je vais m'y atteler tout à l'heure, moi, quitte à prendre
je ne vous dis pas, il faut citer Lautréamont, une nouvelle obscure de Balzac, etc., etc. Il ne s'agit pas de montrer son érudition, mais il s'agit de trouver en fait un exemple qui permet vraiment de parler du problème. Moi, je prendrais Avatar. Avatar, c'est parfait. Avatar, c'est ce film écologique ou écologiste où la nature est à la fois déifiée, personnifiée, et en même temps totalement absente, puisque tout est artificiel, tout est en image de synthèse. Par-dessus s'ajoute le fait que pour véritablement respecter la nature, le personnage principal qui s'appelle Sully, je crois, Jake Sully exactement, doit nier sa propre nature, c'est-à-dire accepter de vivre dans un corps synthétique. Ben là, vous avez tout, quoi. C'est-à-dire que vous avez le problème. Vous avez le problème, c'est-à-dire que est-ce que pour respecter sa propre nature, l'être humain ne doit pas nier la nature, mettre à distance la nature, ce qu'il a d'animal en lui, mais d'un autre côté, est-ce qu'il ne faut pas personnifier la nature au risque de la déformer, au risque d'en avoir une représentation fausse? Oui. Bah, bien sûr, enfin, les œuvres de fiction peuvent nous dire quelque chose sur la réalité. Euh, En particulier, la science-fiction, si vous voulez, c'est peut-être le domaine littéraire, cinématographique, mais on va dire littéraire, où la question écologique apparaît pour la première fois. Les romans de Jules Verne, c'est typiquement les premiers romans qui se posent la question de l'écologie. Je vous recommande en particulier Les 50 millions de l'abbé Gomme. C'est une petite nouvelle, ça doit faire, enfin, c'est une grosse nouvelle. Ça doit faire une centaine de pages. Pour Jules Verne, c'est peu. Euh, mais il est question en fait des ravages de la seconde révolution industrielle, des choses comme ça. Le capitaine Nemo, c'est un type qui bousille des bateaux à vapeur parce qu'il considère que les êtres humains sont en train de détruire la surface, etc. etc. Alors, euh, donc voilà, retenez simplement ça, la fonction de l'accroche, c'est de mettre en scène le problème. La fonction de la deuxième étape de l'introduction, à savoir de l'analyse conceptuelle, c'est de finalement conduire au problème. L'analyse conceptuelle, c'est la route qui conduit au problème. Autrement dit, il faut que de votre travail d'analyse du sujet naisse la tension entre deux réponses possibles au sujet. Il y a deux cas de figure dans vos introductions. Soit vous faites assez bien ce travail, mais vous l'oubliez complètement dans le problème. Autrement dit, vous allez distinguer plusieurs sens du mot respect, donc plusieurs peut-être concepts de respect, et vous allez complètement laisser ça de côté dans le problème. Autrement dit, vous allez vous remettre à parler du respect, du respect, du respect, comme si vous n'aviez pas fait certaines distinctions juste avant. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que parfois, et même souvent, vous dites, la nature, c'est ça. Toc, toc, toc. Le respect, c'est ça. Toc, toc, toc. Mais du coup, on ne voit pas comment le respect s'articule à la notion de nature. Comment les deux notions s'articulent. Donc, en gros, ce qu'il faut faire dans l'analyse du sujet, c'est montrer comment la notion, les deux notions sur lesquelles vous allez jouer sont reliées et comment elles s'opposent. Donc il faut faire ces deux opérations. L'analyse du sujet doit montrer comment les deux notions que vous allez travailler sont liées. Il faudrait comprendre pourquoi la notion de nature implique logiquement celle de respect. Et comment elle s'oppose, c'est-à-dire comment la notion de nature exclut logiquement celle de respect. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre problème. Ouais, Roméo. Ouais, les deux notions principales.
Alors, ouais, d'une certaine manière, en montrant leur relation, vous montrez ce que chaque notion veut dire, ce que chaque notion peut signifier. Ok. Mais vous n'allez pas trouver les mêmes propriétés lorsque vous allez dire, voilà, la notion de nature implique celle de respect, et lorsque vous allez dire, bah, en fait, la notion de nature exclut celle de respect. C'est pas sous le même rapport que vous allez penser la nature et le respect, respectivement. En gros, il y avait le grand danger, si vous voulez, c'est de dire, voilà, la nature c'est ça, le respect c'est ça, mais de ne jamais examiner la relation entre les deux. De ne jamais examiner la relation entre les deux. Donc c'est très utile de vous demander, et c'est peut-être même ce que vous devez faire au brouillon, d'abord. Vous demandez ce que c'est que la nature, puis vous demandez ce que c'est que le respect, ou l'inverse, hein, peu importe. Mais il faut quand même aussi que vous vous demandiez ce qui relie les deux notions. Alors, personne ne m'a parlé de l'étymologie des mots, ce qui m'a un petit peu surpris, parce que généralement c'est une piste que vous aimez bien explorer. Alors, en particulier, on pouvait partir de l'étymologie du mot respect pour arriver jusqu'à la nature. Qu'est-ce que c'est que le respect dans son sens étymologique? Et vous allez voir, dans l'étymologie du respect, vous avez d'une certaine manière déjà le problème. Respect, respect, ça vient du latin respectare. Qui l'eût cru? Respectare. Et qu'est-ce que ça signifie? Spectare, ça veut dire contempler, considérer. Ça donnait spectateur. Okay. Et ré, ça peut vouloir dire deux choses. Et en fait, dans ces deux choses, vous avez l'amorce d'un problème. Ré, ça peut vouloir dire en arrière. Spectare, ré, spectare, ça peut dire regarder en arrière. Okay. Et ça peut vouloir dire revoir, reconsidérer, considérer à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a dans l'idée de respectare au sens de regarder en arrière? Ce qui est respectable et éminemment respectable, c'est ce qui est en arrière, c'est-à-dire ce qui vient derrière nous, c'est-à-dire avant nous. Ok. Donc, la notion de respect semble intrinsèquement liée à la notion de nature, au sens où la nature désigne notre origine, voire notre essence. Ça, vous pouvez le noter. Comment faire le lien entre nature et respect? Eh bien, puisque respect, c'est la considération de ce qui vient avant, de ce qui nous précède, et que la nature désigne précisément l'origine ou l'essence d'une chose, ce qui est éminemment respectable, ce qui est respectable par essence, ce qu'on doit considérer, ce qu'on doit observer en arrière, depuis aujourd'hui vers l'origine, c'est la nature. Donc, la nature comme origine, comme essence, comme fondement, est par essence respectable parce qu'elle est ce qui nous précède, ce qui est antérieur à ce que nous sommes actuellement. Ouais. Eh ouais, eh ouais. Ouais, je répète. Donc, la nature pouvant désigner notre origine, notre essence. Et le respect étant la considération que l'on doit à ce qui nous précède, eh bien, la nature comme origine semble éminemment respectable, nous apparaît comme éminemment respectable. Étant donné qu'on ne peut respecter que ce qui nous précède, alors chez les Romains, parce que vous comprenez que respectare, ça vient du latin, c'est le fondement de l'autorité en fait. L'autorité, c'est ce qui précède, généralement c'est l'autorité des
ancêtres, c'est l'autorité des anciens. On respecte l'autorité parce qu'on respecte l'origine, on respecte le fondement. Mais on respecte aussi la nature dans ce sens-là, au sens où la nature est ce qui nous précède. Mais respectare a un autre sens. Respectare, c'est considérer à nouveau, c'est-à-dire considérer la place de quelque chose par rapport à autre chose. Respectare, revoir, réviser, c'est évaluer, juger, comparer, mettre chaque chose à sa place. Et ça, c'est le deuxième sens de respectare. Donc, le deuxième sens du respect, c'est la considération en fonction de la juste valeur, de la juste évaluation d'une chose, d'un être. Et là, l'idée qui se dessine, vous l'avez compris, c'est de savoir si on peut respecter la nature au même titre qu'on respecte un être humain. Est-ce que la crevette qui fait partie de la nature, alors ça en plus il faudra qu'on y revienne, est-ce que la crevette a la même valeur intrinsèque que l'être humain? Ça, c'était une première manière d'analyser le sujet. Examiner directement le rapport entre le respect et la nature. Donc, à partir de la notion de respect. Il y a un point qui n'a pas été soulevé par vos copies, c'est que la nature, c'est une abstraction. Qu'est-ce qu'on appelle la nature? Qu'est-ce qu'on appelle la nature? Ouais. Alors, la nature, c'est pas le vivant. Et en fait, quand on regarde ce que c'est que la nature, le vivant, c'est l'exception qui confirme la règle. Où est-ce qu'il y a de la vie? Sur Terre. La Terre, c'est 0,00000000001% du système solaire. C'est rien, le vivant. La nature, c'est la mort. C'est la matière inerte, sans vie, totalement mécanique. La nature n'est pas un être vivant, et encore moins une personne. Okay. Donc, vous pouviez commencer par peut-être mettre en question, problématiser déjà à partir de la notion de nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature désigne en latin, là aussi petite étymologie, la nature désigne ce qui naît. Autrement dit, ce qui vit et ce qui meurt. Natura, c'est littéralement ce qui va naître. Ça vient de nascor, qui a donné nature et naissance. Ok. Mais la nature est-elle un être vivant? Non. On comprend bien qu'on inclut dans la nature le monde minéral, par exemple. Et si on inclut dans la nature le monde minéral, on inclut également
tout ce qui est minéral ou gazeux dans l'univers, à savoir les planètes et l'espace qui se situe entre ces planètes. Et cet espace-là, il n'est pas vivant. C'est même l'absence de vie qui caractérise la nature la plupart du temps. Peut-on respecter le vide? Peut-on respecter un rocher? Quel sens aurait ce respect? Bah, évidemment, aucun. Enfin, aucun. On va voir. On va voir. On va voir ça avec Pascal, par exemple. C'est pas vraiment le respect. En fait, Pascal va naître à un siècle où on découvre que l'espace est infini, que l'univers est infini, et c'est pas du tout le sentiment du respect qui naît chez Pascal, c'est plutôt la peur. Je suis tout seul dans l'univers, c'est un peu flippant. Le silence de ces espaces infinis m'effraie, va dire Pascal. Et bien justement, la peur, c'est pas du respect. Et là, ça vous permettait justement d'embrayer sur la notion de respect. Qu'est-ce que le respect? Le respect, ce n'est pas la crainte. Il y a ça aussi qui n'est pas allé dans vos intros. Donc vous inquiétez pas, je vous taperai le corriger. Vous confondez plusieurs choses. Vous me dites, en fait, il faut ménager nos ressources parce que y a le réchauffement climatique et on va tous crever si on continue comme ça. Ou je pourrais plus allumer ma PlayStation 4. En gros, c'est les deux pôles qui vous effraient. Soit les océans vont monter et on va tous mourir, soit je ne pourrai plus jouir de mon confort. Okay. Mais ni dans un cas ni dans l'autre ne peut-on parler de respect. Dans un cas, on va tous mourir, c'est plutôt la peur qui parle, et pas le sentiment du respect. Or, la peur doit être distinguée, me semble-t-il, du sentiment du respect. Et dans l'autre cas, c'est plutôt une forme d'inquiétude. Je suis inquiet de perdre mon confort. Je ne suis pas terrorisé à l'idée de ne plus pouvoir allumer ma PS4, mais ça m'inquiète un peu. Je suis inquiet à l'idée de perdre mon confort. L'inquiétude, ce n'est pas du respect. Donc, il fallait essayer de cerner ce que c'est que le respect. Et le respect, c'est un sentiment moral. C'est je juge que la nature a une égale dignité par rapport à moi. Or, la question, c'est de savoir ce qui a de la dignité, ce qui peut avoir de la dignité. Et si la nature peut avoir de la dignité, en vertu de quoi? En vertu de quels critères? Alors, quelqu'un m'a parlé de la beauté de la nature. C'est un candidat intéressant. À mon avis, c'est pas suffisant. Mais typiquement, dans Avatar, tout ce qu'on voit, c'est joli. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une carcasse de rat ou de pigeon. En ce moment, il y en a plein devant la cathédrale de Chartres, je ne sais pas pourquoi. Mais la nature, c'est pas universellement beau. Il y a de la laideur dans la nature. Okay. Donc voilà, la question c'est de savoir pourquoi, et c'est une question qui est sérieuse, pourquoi on serait amené à respecter moralement la nature et pas simplement à la gérer comme un stock de ressources. Ce que signifie la protection de l'environnement en fait. On ne protège pas l'environnement pour des raisons morales, mais pour des raisons égoïstes et intéressées. Ça va pour tout le monde? Ok. Donc, il faut, et là je vais insister là-dessus, il reste encore 4 minutes. Chut, Angèle. 4 minutes. Il faut absolument que votre introduction déploie un problème. C'est le cœur de n'importe quelle introduction. Une introduction sans problème, c'est 7, 8. Et généralement, ça en dit long sur ce qui va venir après, c'est-à-dire le plan, et donc ce qui va venir après l'annonce du plan, c'est-à-dire la dissertation. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un problème? Je le répète. Un problème, c'est une vraie tension. Vous avez l'impression d'être pris dans un piège
quand vous avez trouvé un problème. Un piège dans lequel duquel vous n'allez pas pouvoir sortir. Faut vraiment avoir l'impression d'être piégé. Il y avait plusieurs manières de problématiser. Vous pouviez commencer par dire que la question du respect de la nature, pour toutes les raisons qu'on a vues, était une question qui était mal posée et qu'il fallait plutôt parler de protection de l'environnement, ce qui signifie d'abandonner un point de vue moral pour un point de vue pragmatique, technico-pragmatique, de gestion des ressources naturelles. Ok. Et là, le problème, ça serait de se dire, oui, d'accord, agissons rationnellement à l'égard des ressources naturelles. Voyons notre propre intérêt dans la protection de l'environnement. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne jusque-là? On sait tous ce que ça va signifier à très court terme de continuer à gérer les ressources naturelles comme nous le faisons. Rationnellement, on le sait, et pourtant, nous continuons à le faire. Et donc, deuxième partie du problème, est-ce qu'il ne faut pas respecter moralement la nature, voire peut-être, et là vous allez au-delà, instaurer une forme de crainte religieuse à l'égard de l'épuisement de la nature pour agir efficacement sur la protection de l'environnement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais vous distribuer le corrigé et commencer le cours. Je finis de corriger vos dissertations. Je vais me mettre... Attendez. Ouais. Hélène, super. Tout le monde est là? Parfait. Bon, comme ça, c'est réglé. Je corrige toutes vos copies. Je vous les rends. Merci.